Chapitre 15. Comment Gargantua fut mis sous d'autres pédagogues. Alors, son père s'aperçut que vraiment il étudiait très bien et y passait tout son temps, mais qu'il ne profitait en rien. Et ce qui est pire, il en devenait fou, niais, tout rêveur et rassauté. En s'en plaignant à don Philippe des Marais, vice-roi de Papeligos, il apprit qu'il vaudrait mieux pour lui ne rien apprendre plutôt que de tels livres sous de tels précepteurs. Car leur savoir n'était que bêtise et leur sagesse que rembourrage, abâtardissant les bons et nobles esprits et corrompant toute la fleur de la jeunesse. Prenez par exemple, dit-il, un de ces jeunes gens du temps présent, qui ait seulement étudié 2 ans. Au cas où il n'aurait pas un meilleur jugement, de meilleures paroles, un meilleur discours que votre fils, et une meilleure conversation et de meilleures manières en société, tenez-moi à jamais pour un taille-jambon de Brenne. Ce qui plut bien à Grangousier, et il commanda qu'on en fasse l'épreuve. Le soir, en soupant, Desmarais présenta un de ces jeunes pages de Villegongis, nommé Eudémon, si bien peigné, si bien tiré, si bien épousseté, si élégant en son maintien, qu'il ressemblait bien plus à un angelot qu'à un homme. Puis il dit à Grangousier, « Voyez-vous ce jeune enfant, il n'a pas encore 12 ans. Voyons, si bon vous semble, la différence entre le savoir de vos rêveurs docteurs folie du temps jadis et les jeunes de maintenant. » L'essai plut à Grangousier, et il ordonna que le page fasse le premier discours. Alors, Eudémon demanda la permission de le faire au vice-roi son maître, le bonnet au poing, le visage ouvert, la bouche vermeille, les yeux assurés et le regard posé sur Gargantua. Avec une modestie juvénile, il se tint debout et commença à le louer et magnifier, premièrement de sa vertu et de ses bonnes mœurs, secondement de son savoir, troisièmement de sa noblesse, quatrièmement de sa beauté corporelle. Et pour le 5e point, il l'exhortait doucement à révérer son père en tout point, lui qui prenait tant de soin pour le faire instruire, et enfin il le priait de bien vouloir le retenir comme un de ses très humbles serviteurs. Car il ne demandait maintenant d'autres dons des cieux, sinon d'en recevoir la grâce de lui complaire dans quelque service agréable. Le tout fut proféré avec des gestes si adaptés, une prononciation si distincte, une voix si éloquente et un langage si orné et de si bonne latinité, qu'il ressemblait mieux à un Gracchus, un Cicéron ou un Émilius du temps passé qu'à un Jouvenceau de ce siècle. Mais toute la contenance de Gargantua fut de se mettre à pleurer comme une vache, de se cacher le visage de son bonnet, et il ne fut pas possible d'en tirer une parole, non plus qu'un paix d'un âne mort. Ce dont son père fut si courroucé qu'il voulut faire oxyre maître Jobelin bridé. Mais le dit Desmarais l'en empêcha par une belle remontrance, de façon que sa colère soit modérée. Après quoi, il commanda qu'on lui paie ses gages et qu'on le fasse bien chopiner en sophiste, et cela fait qu'il parte à tous les diables. Au moins pour aujourd'hui, disait-il, il ne coûterait guère à son hôte s'il mourait comme ça, soûl comme un Anglais. Maître Jobelin partit de la maison. Grangousier discuta avec le vice-roi quel précepteur on pourrait lui donner. Et il fut décidé entre eux de mettre dans cette fonction Ponocrates, le pédagogue d'Eudémon, et que tous ensemble ils iraient à Paris pour connaître quelle était l'éducation des jeunes gens de France à cette époque.